La Faine, un quartier très populeux du village Lappe, et pour cause c'est dans ce quartier que les grands forgerons du village fabriquaient à l'époque les munitions pour les guerriers du village Lappe. Dans ce quartier, il y avait des filles très agitées, parmi lesquelles une appelée Tetsi. À 18 ans elle découchait déjà. Dans le désordre, elle tombe enceinte, et donne naissance à une petite fille qu'elle nomme Laura. À 1 an, elle abandonne l'enfant avec sa mère pour aller s'installer dans la ville de Sape avec un homme. Un jour, elle vient donner des vêtements à sa mère pour son enfant, et lui apprend qu'elle s'envole les jours qui suivent pour un pays étranger. Malgré l'opposition de sa mère, elle prend le chemin de l'aventure européenne. Laura doit être donc élevée par sa grand-mère. Elle le fait sans trop de problèmes, car sa première fille, une certaine Anna qui vit à Sape lui envoie souvent assez d'argent. Anna se fait passer pour une femme d'affaires. Quel genre d'affaires fait-elle? Personne ne sait, même sa petite sœur Tetsi n'en savait rien lorsqu'elle était encore à Sape. Elle arrive souvent au village avec des grosses cylindrées, ce qui lui vaut un grand respect de la part des villageois. Laura est une belle petite fille très intelligente qui réussit à l'école sans aucun problème. Encadrée par sa grand-mère, elle réussit le concours d'entrée au CES de Lappe, première de sa promotion. Cela lui a valu l'obtention d'une bourse d'études de 21 000 francs. Après un parcours brillant au CES, elle obtient son BEPC avec une bonne performance. Pour continuer en classe de seconde, il lui faut aller dans une petite ville située à 20 km de Lappe. Sa grand-mère n'a pas assez de moyens pour lui trouver une place à l'internat. Elle ne connaît non plus personne de sérieux à qui elle peut la confier. Elle a élevé Laura dans la crainte de Dieu en lui inculquant une bonne éducation morale. Elle ne veut pas la confier à n'importe qui. Laura qui a de l'ambition pour continuer ses études jusqu'à l'université, voit son parcours scolaire en train de se terminer en classe de 3e. Elle ne supporte pas le fait de voir ses amis aller en classe de seconde et elle non. Elle comprend sa grand-mère, car elle a toujours fait tout son possible pour sa scolarité. Elle se dit, dans tout cela où est mère? On me dit qu'elle est quelque part en Europe. C'est elle-même que je vis encore. Qui est mon père? En réalité Tetsi même ne connaît pas le véritable père de Laura, car elle flirtait trop avec les hommes. Laura se rappelle que sa grand-mère, même si elle ne maîtrise pas où réside Tetsi, lui dit souvent recevoir souvent de l'argent envoyé par Tetsi pour ses besoins, ceci par l'intermédiaire de l'une de ses amies qui vit à Sape. Peut-être que si elle peut contacter sa mère, elle lui demanderait de payer ses frais d'internat. Elle fait la proposition à sa grand-mère. Malheureusement, cette dernière ne sait pas comment joindre l'amie de Tetsi qu'elle ne voit que quand elle arrive au village. Laura se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel abandon? Elle propose à sa mère de contacter Tanti Anna pour voir si elle peut l'aider. Sa grand-mère dit, ah pourquoi n'ai-je pas pensé à cela? Voilà une bonne idée, je vais la contacter. 2 jours après, voilà Anna qui arrive au village pour un court séjour. Sa mère lui pose le problème. Elle dit, non, ce n'est pas sûr qu'à l'internat on pourra mieux l'encadrer, je préfère l'emmener à Sape, pour l'inscrire dans un grand lycée où elle pourra suivre une bonne formation. Sa mère dit que Sape est trop loin, et qu'elle préfère que Laura soit inscrite dans un lycée pas trop loin pour de temps en temps venir lui rendre visite. Anna réussit à la convaincre. Elle est d'accord qu'elle emmène Laura à Sape. Elle promet venir la chercher aux approches de la rentrée scolaire. Entre-temps l'amie de Tetsi arrive au village avec la photo de Tetsi qu'elle l'a chargée de remettre à Laura avec une somme d'argent. Il est question que l'on achète un téléphone portable à Laura pour qu'elle puisse communiquer par appel vidéo. Laura a 14 ans et sa mère ne la connaît pas. Laura était fière de ce que, après tout ce temps sa mère a quand même pensé sérieusement à elle. Elle se dit que quand elle sera à Sape, sa tante l'aidera à choisir une bonne marque de téléphone. Le téléphone de l'amie de Tetsi sonne, elle décroche. C'est Tetsi qui l'appelle pour voir si elle a déjà rencontré sa fille. Elle lui dit, justement, je suis avec ta mère et ta fille. Tetsi lui demande de lui passer Laura. Allô maman, c'est moi Laura. Comment ça va ma chérie? Je sais que tu dois bien être fâchée de moi. Je te demande pardon pour t'avoir abandonnée. Je t'expliquerai la raison de ma longue absence quand on se rencontrera. Laura dit, oui je ne suis pas très content, mais grand-mère me dit que tu envoies souvent de l'argent pour mes besoins.
Je t'en remercie. Je t'en prie ma chérie, je ferai tout ce qui est possible pour que tu sois à l'aise. Laura lui dit. Maman, j'ai réussi mon BEPC, et je dois aller ailleurs pour continuer en classe de seconde. Tetsi dit. Déjà ma chérie, que le temps passe vite. Ne te fais aucun souci, j'enverrai de l'argent pour la suite de tes études. Elle lui demande de passer le téléphone à sa grand-mère. Tetsi s'entretient avec sa mère par rapport à la scolarité de Laura. Lorsqu'Anna vient chercher Laura, elle lui parle de la proposition de sa mère. Anna dit. Non Laura, tu es encore trop jeune pour avoir ce type de téléphone, cela peut te distraire, pense plutôt à tes études. Je te ferai communiquer avec elle chaque fois que cela sera nécessaire à partir de mon téléphone. Anna a quand même raison pour le téléphone, mais seulement elle n'a pas le numéro de Tetsi, sa propre petite sœur, et elle ne s'intéresse même pas à elle. Au fait qu'est devenue Tetsi. En Europe, elle a intégré une communauté religieuse qui a fait d'elle une personne née de nouveau. Elle s'est formée grâce à l'appui de cette communauté au point de trouver du travail dans une organisation internationale de défense des droits des femmes et ceux des enfants. Avec le temps et son dynamisme, elle occupe un grand poste dans l'organisation. Laura et Anna prennent la route pour Sap, assise dans sa grosse voiture. Laura tique un peu. Elle se rappelle que depuis qu'Anna vient au village, elle est toujours seule. Où est son mari et ses enfants? En a-t-elle seulement? Ces questions lui tordent l'esprit. Arrivée à Sap, elle est émerveillée quand le gardien ouvre le portail d'entrée chez Anna. La concession est divisée en 2 compartiments séparés par une grille. Dans le premier se trouve la maison où habite Anna, et à l'autre, une maison plus grande avec plusieurs appartements. Anna vit seule dans sa maison. Elle a une ménagère qui travaille de jour seulement, et un gardien qui vit dans une chambre près du portail. Sa tante ouvre la porte, montre à Laura sa chambre où elle pose sa valise. C'est une grande chambre, avec un placard, une douche interne. Tout à côté se trouve une cuisine moderne bien équipée. Tout, en appréciant l'environnement, Laura n'est pas apparemment tranquille. Sa tante lui demande de prendre une douche et d'aller se servir à la cuisine, car elle doit sûrement déjà avoir faim. Dans le réfrigérateur, il y a des jus de fruits de toutes sortes. On peut dire qu'il ne manque vraiment rien dans cette maison. Elle mange à sa faim. Laura brûle déjà de retourner à l'école. Elle se dit que rien ne pourra l'empêcher de fréquenter jusqu'à l'université, maintenant qu'elle est en ville. Après une semaine, Laura demande à sa tante si ce n'est pas déjà nécessaire de l'inscrire au lycée en attendant la rentrée. Sa tante lui dit, « L'école là même c'est rien. Pour réussir dans sa vie, on n'a pas toujours besoin d'avoir été à l'école. Moi je n'ai même pas eu le BEPC comme toi, mais je peux dire que j'ai réussi dans ma vie. Je vais te faire rencontrer des personnalités haut placées et tu verras comment ta vie va changer. » Laura trouve la réaction de sa tante bizarre. Comment elle peut dire à un enfant de 15 ans que l'école n'est pas nécessaire, alors qu'elle est en âge scolaire? Elle commence à s'inquiéter sérieusement. Sa tante lui dit que même la maison qui est de l'autre côté de la grille lui appartient. Que c'est un centre social où on forme les jeunes filles désœuvrées pour les petits métiers. Laura voit souvent les jeunes filles aller et venir dans cette maison, mais aussi les hommes qui y arrivent et repartent quelques heures après, ceci à la tombée de la nuit. Quel est leur rôle là-bas? Sont-ils des enseignants? Si oui, l'école fonctionne-t-elle en cours du soir? C'est tout cela qu'elle veut comprendre. Un jour, la tante de Laura passe par la porte secondaire qui conduit au centre social, et y accède sûrement pour visiter le centre. De là, elle sort par la porte principale et s'en va. Laura a tout, mais elle s'ennuie quand même. Elle est tout le temps plongée dans la lecture, surtout qu'elle aime vraiment se former. Une fille vient lui dire que sa tante l'a envoyée venir la chercher pour lui faire découvrir le centre social. Elle la suit, de quoi se détendre un peu. Arrivée là-bas, la fille lui apprend qu'elle doit attendre un client le soir et qu'elle est chargée de l'aider à se préparer en conséquence. Avant de continuer cette belle histoire, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, pour ne rien rater de nos belles histoires. À liker la vidéo, ça nous encourage vraiment, et à laisser le nom de votre pays en commentaire. Votre plaisir est notre bonheur. Elle dit à la fille, tout étonnée. Quelle sorte de client? Je ne vends rien moi. La fille lui dit, une jeune fille très belle comme toi constitue une grande source de revenus pour ta tante. Tu dois coucher souvent avec des hommes pour le compte de la maison. Laura effrayée et dit,
Je ne peux pas accepter faire les choses comme cela, mon éducation ne me le permet pas. La fille lui dit, malheureusement, tu n'as pas de choix. Moi-même je suis arrivée ici pour une soi-disant formation et je me suis retrouvée impliquée dans les actes de prostitution. Une fille avait été battue à mort par un client alcoolique parce qu'elle voulait lui résister. La matrone a dissimulé le corps et l'affaire est finie. C'est une femme qui a beaucoup de relations dans la ville. Nous recevons ce que l'on peut appeler salaire, mais c'est en réalité le nécessaire pour nous entretenir, comme une vache que l'on nourrit pour produire du lait. Nous n'avons pas de choix étant donné que nous ne pouvons ni avoir à manger ni avoir de quoi nous payer un loyer. Nous vivons donc aux dépens d'elle. On rapporte souvent que l'on ne peut rien lui faire. Laura, en se rappelant de ce qu'elle voit dans les films, se rend compte que sa tante a créé une maison close et qu'elle pratique le proxénétisme. Dont c'est cela qu'elle appelle gagner sa vie. Laura dit. Tantine Anna tant respectée au village est une vraie ordure. La fille lui dit aussi qu'elle doit prendre de temps en temps des pilules pour ne pas tomber enceinte, car si c'est le cas elle ne servira plus à rien à sa tante. Une fille était accidentellement tombée enceinte, la matrone l'a emmenée on ne sait où, on ne l'a plus jamais revue. Laura dit. Ma tante est le diable, même incarné. Comment peut-elle faire ces choses avec sa propre nièce? Je comprends pourquoi elle avait refusé le téléphone. C'était une façon de me couper du reste de la famille. Mais moi Laura je n'accepte pas cela et je dois quitter ce lieu à tout prix. Je dis à tout prix. Je préfère mourir que de me prostituer pour enrichir ma tante. Mais comment faire? Il y a un gardien à la porte centrale de chaque compartiment. Laura n'a le droit de sortir que lorsqu'elle est accompagnée de sa tante. Elle est donc comme une petite fille sur une île dans un océan qui doit rejoindre la terre ferme, mais sans aucune embarcation. Pour elle, il est impensable qu'elle s'engage à 15 ans dans un réseau de prostitution. Lorsque sa tante rentre, elle lui demande ce que signifie tout cela. Elle répond, « Pour gagner ta vie tu dois travailler dur. C'est par là que je suis aussi passée. » Sa tante, toute la semaine essaye de la convaincre, mais elle sent que Laura ne veut pas adhérer à la maison close. Elle croyait qu'elle devait être impressionnée par son genre de vie et saigner comme tout le monde. Mais c'est une petite fille intelligente et intègre, bien élevée et soucieuse de son avenir. Elle entre en prière comme d'habitude et demande à Dieu de l'aide à quitter ce lieu et surtout à dénoncer Satan, pour faire tomber la maison close. Comment une fille de 15 ans réussira-t-elle à y arriver? Avant de continuer cette belle histoire, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, pour ne rien rater de nos belles histoires. À liker la vidéo ça nous encourage vraiment, et à laisser le nom de votre pays en commentaire. Votre plaisir est notre bonheur. Pour réussir son plan d'évasion, Laura doit cacher à sa tante le fait qu'elle est mal à l'aise chez elle. Elle continue à vivre avec sa tante comme si tout va bien. Toujours obéissante et attentionnée, sa tante a de l'espoir qu'elle va changer d'avis pour se prostituer. Cependant elle demande au gardien d'être vigilant, et de ne jamais la laisser quitter la concession. En week-end, elle propose à Laura de l'accompagner au supermarché, acheter un cadeau pour l'anniversaire de l'une de ses camarades. Elle lui donne aussi de l'argent pour y prendre ce qu'elle désire. Elle avait espoir que petit à petit elle amènera Laura à lui faire encore confiance. Cette petite a des atouts pour lui rapporter beaucoup d'argent. Anna n'a aucun sentiment pour sa petite sœur Tetsi, si oui elle ne pouvait pas détourner sa fille de cette triste manière. C'est une femme sans scrupules qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Laura remercie sa tante pour l'argent de poche, qu'elle met dans la poche de son pantalon. Elle se dit intérieurement, « Ma tante tu viens de commettre la plus grande erreur de ta vie. Tu vas comprendre aujourd'hui, que Laura est une petite fille certes, mais pas aussi naïve que tu le penses. Tu me dis que tu as des moyens, d'accord mais quand même tu es une analphabète. Je ne deviendrai pas comme toi. Je suis désolée. » Anna lui demande. « On peut déjà aller. » « Oui tantine, je suis prête. » Elles entrent dans la voiture, et prennent la route. Au supermarché, Anna rencontre une de ses copines. Les deux femmes s'engagent dans une partie de commérage pendant quelques minutes. Laura profite de l'inattention de sa tante pour faufiler entre le client, et dès qu'elle met pied dehors elle se met à courir dans une direction quelconque. Après environ 500 mètres, elle s'arrête, prend une autre direction et marche sur environ 1 kilomètre puis elle s'arrête et se dit « Je commence mon plan ». Elle demande à un passant où se trouve le commissariat. La personne lui dit « Lequel ?
Il y en a au moins 3 dans la ville. Elle dit, peu importe, j'ai un papier à légaliser. La personne lui indique un commissariat à environ 200 mètres. Elle la remercie, entre dans une boutique, s'achète un peu de chocolat, puis elle se dirige au commissariat. Elle rencontre un agent à qui elle raconte point par point ce qu'elle est en train de vivre chez sa tante. L'agent trouve que le problème est un peu complexe pour lui. Il conduit la jeune fille chez le commissaire et lui fait le compte-rendu. Le commissaire, qui est nouveau dans la ville, demande à l'agent s'il connaît Anna dont il est question. Il dit, « Oui chef, il s'agit d'une dame très influente de la ville qui dirige un centre social. » Le commissaire demande, « Très influente tu dis. Donc elle peut m'influencer. Je dis cela parce que nous allons y faire une descente. » Le commissaire en écoutant l'enfant a déjà une idée de ce genre de lieu. Il dit à l'agent, « Là d'où je viens j'ai fait ramper un homme dit aussi influent. J'ai mes méthodes, peu importe si cela peut me coûter mon poste. » Il confie la garde de Laura à sa secrétaire, et se rend chez le procureur pour prendre un mandat de perquisition. Pendant ce temps, Anna qui a constaté la disparition de Laura est presque folle. Où peut être parti cet enfant? Je vais commencer la recherche par où dans une grande ville comme ça. Elle se met à parcourir la ville dans un sens et dans l'autre, dans l'espoir de la rencontrer par hasard. Quelle intention a Laura? Va-t-elle chercher à rentrer au village? Si oui, comment? Elle ne connaît pas la ville, sauf si elle se fait aider, possiblement. Une idée lui vient à l'esprit. Elle va rester à la gare routière, où on emprunte les cars qui vont dans son village. Pour elle, la seule option pour Laura est de rentrer au village. Elle n'a même pas imaginé un seul instant qu'elle peut avoir l'idée d'aller rencontrer les autorités. Si oui, pourquoi faire? Erreur. Elle a sous-estimé Laura, la petite villageoise. Selon elle, mais attention madame, elle a été à l'école. Une brillante écolière en plus. Pas une analphabète comme toi qui ne sait compter que l'argent mal acquis. Le commissaire vient d'obtenir le mandat de perquisition, pour la maison close d'Anna reconnue officiellement comme un centre social. Il réunit ses hommes et leur dit, « Matap, notre pays est un pays où les gens se croient tout permis, parce qu'ils ont les soi-disant relations. À Doul, la capitale d'où je viens, on m'a surnommé Sagat Sagat, parce que avec moi ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Nous allons descendre à la maison close, apprêter les véhicules. À la maison close c'est une véritable rafle qui a lieu. En week-end il y a souvent affluence là-bas. Ils ont surpris les filles et les clients en flagrant délit, tout a été filmé par un journaliste, tout le monde est embarqué, c'est au commissariat qu'après identification beaucoup sont relâchés. Quant aux filles, elles, ont été minutieusement interrogées. Le commissaire dispose déjà d'un dossier lourd sur Anna et ses complices. Il autorise le journaliste à ne publier pour le moment que les témoignages de Laura et des quelques filles. Il garde les images en se disant, au cas où les gens haut placés décident de faire obstruction à mes enquêtes, je balance tous dans les médias pour informer tout le pays. Anna ayant attendu Laura en vain à la gare routière, décide de rentrer à la maison avant d'aller lancer l'avis de recherche dans les médias. À l'arrivée, elle constate que son portail est grandement ouvert. Le gardien lui aussi a été embarqué. Après quelques hésitations, elle sort de la voiture et au moment de franchir le portail, elle est pêchée par 2 agents de la police qui lui annoncent qu'elle est en état d'arrestation en lui mettant les menottes. Anna dit, « Savez-vous à qui vous avez affaire ?» Un agent répond, « Nous avons affaire à la mère des prostituées, celle qui tient une maison close et qui pratique le proxénétisme. » C'est en ce moment-là qu'Anna comprend que c'est sérieux. Jusqu'à là, elle ne peut pas imaginer que c'est la petite Laura qui l'a trahie. Elle dit, « Mon centre est un centre social et non une maison close, vous vous trompez et vous allez me le payer. » L'agent dit, « Regarde là-bas, tout est vide. Les locataires de ton soi-disant centre social sont au commissariat. » Le commissaire t'attend impatiemment. Au commissariat, le commissaire lui cite les faits qui lui sont reprochés. Entre autres, la fille battue à mort, le fait de vouloir enrôler une mineure dans la prostitution, la fille enceinte qu'elle avait fait disparaître. Anna dit qu'elle n'a jamais emmené une fille enceinte. Elle veut nier les 2 autres faits. Quand le commissaire l'interrompt et dit, « Doucement madame, nous allons aller point par point. » Il fait un signe à un agent. Il sort et revient avec la fille en question. Celle-ci ayant appris que les autres filles de la maison close ont été emmenées au commissariat, elle s'est aussi présentée là-bas pour dire ce qui s'était passé.
Anna l'avait fait interner dans un centre adulte. Après l'accouchement, elle lui avait retiré son enfant pour le vendre aux trafiquants d'enfants, puis on lui avait imposé le silence par des menaces de mort. L'agent entre avec une jeune fille. Le commissaire demanda à Anna si elle connaît la fille. Elle dit « Oui, elle était en formation dans mon centre social, et à un moment donné, elle avait disparu d'elle-même. » Le commissaire dit « Merci madame » et il demande de partir avec la fille. Il appelle sa secrétaire qui entre en tenant la main de Laura. « Connaissez-vous cette enfant » dit le commissaire. « Oui » répond Anna. « C'est ma nièce que je cherche depuis ce matin. Elle est nouvelle à Sap, et elle s'est garée lorsqu'elle est sortie faire une course. » Le commissaire dit « Merci madame » et il demande de partir avec l'enfant. Il appelle un autre agent qui entre avec 3 filles de la maison close. Il demande à Anna si elle les connaît. Elle dit que ce sont les filles en formation dans son centre. Le commissaire leur donne la parole. Elles témoignent que leur camarade avait été battu à mort par un client. Le commissaire demande à Anna si c'est vrai. Elle dit qu'elle ne dit plus rien tant que son avocat n'est pas encore là. Le commissaire demande aux filles de se retirer. Anna est envoyée en cellule. Comme les agents l'avaient dit au commissaire, Anna a beaucoup de relations dans la ville. Le commissaire reçoit déjà des appels. Certains lui proposent de l'argent pour libérer Anna et d'autres le somment de le faire. Mais ce dernier reste serein dans ses enquêtes. Ayant vu Laura témoigner à la télévision, l'ami de Tetsi l'a déjà appelé pour lui dire que sa grande sœur voulait entraîner sa fille dans la prostitution, en lui envoyant un extrait de ce témoignage. Tetsi allait devenir folle, elle dit. Anna veut me faire cela. Même si on s'entend pas, elle a franchi le Rubicon. Je vais lui faire voir l'obscurité en plein midi, elle peut compter sur moi. Les enquêtes révèlent que Anna ne fait pas seulement dans le proxénétisme, elle est aussi dans un réseau de trafic d'enfants. 2 de ses complices adultes sont mis aux arrêts. Son dossier devient de plus en plus lourd. On découvre que la fille tuée à la maison close avait été enterrée derrière la maison d'Anna. Le soir, on apprend dans une chaîne de télévision internationale qu'une délégation d'enquêteurs étrangers arrive dans les prochains jours à Matap pour faire la lumière sur l'utilisation des mineurs dans la prostitution et aussi pour le trafic d'enfants vers les pays étrangers. C'est Tetsi qui vient de mettre son organisation de défense du droit des enfants et des femmes en branle. L'affaire est internationalisée. Les protecteurs d'Anna commencent à prendre du recul, ce qui facilite la tâche au commissaire pour la suite des enquêtes. Tetsi prend le vol pour Matap. Cela fait pratiquement 14 ans qu'elle a quitté ce pays. L'histoire de sa fille Laura la préoccupe au point qu'elle n'a plus de sommeil tranquille. Elle compte d'ailleurs l'emmener à l'étranger quand tout sera terminé. La commission d'enquête internationale travaille parallèlement avec le commissaire. Plus de 20 personnes sont mises en examen. Anna est aussi impliquée dans le trafic des ossements humains et de la drogue. On comprend pourquoi elle a beaucoup de relations et de protecteurs, mais rien ne semble freiner les enquêteurs. Tetsi est arrivé à Matap, son ami est déjà à l'aéroport pour l'attendre. Les 2 amis s'embrassent longuement, ça fait tellement longtemps qu'elles ne sont plus vues. Son ami l'héberge chez elle. Le lendemain, accompagnée de son ami, elle se rend au commissariat, et se présente comme la mère de Laura. Par mesure de prudence, le commissaire demande à Laura quel est le nom de sa mère. Elle dit qu'elle s'appelle Tetsi et qu'elle est à l'étranger. Justement, Tetsi a été identifiée par un passeport. Le commissaire lui annonce que sa mère est là. Pendant cette période d'épreuve, elle a plus que besoin de sa mère. Elle tombe sur sa mère, la serre fort en pleurant de joie. Celle-ci la prend dans ses bras comme un bébé. Après les formalités d'usage, Laura est remise à sa mère. Malgré la longue période de séparation, les 2 deviennent des complices. En attendant le procès très complexe d'Anna et de ses acolytes, Tetsi se rend au village avec sa fille pour voir sa mère. Au village, c'est la consternation totale. Celle qui était considérée comme une étoile pour le village. Lap est en réalité un monstre. Tetsi trouve sa maman en armes, qui à sa vue reprend un peu courage. Elle semble être dans la logique de une de perdue et une de retrouvée. Sa mère l'accueille sans plus, lui reprocher le fait de les avoir abandonnés pour longtemps. Tetsi et Laura prennent une douche avant de manger. Tetsi évite de parler d'Anna avec sa mère. Elle lui raconte plutôt son propre parcours. Elle a œuvré pour une conversion que sa mère a appréciée à sa juste valeur. Elle dit « Merci ma fille, tu m'as honorée alors que ta sœur a lancé sur notre famille un opprobre sans pareil.
Que l'Éternel te garde avec ta fille Laura dans sa crainte et son amour. Vous faites ma fierté. Après les enquêtes préliminaires, le procès d'Anna et de ses complices s'annonce très chaud. L'argent parle. Pour la défense, un cortège ou encore un avocatier de 10 avocats est constitué. Tetsi convainc sa mère à ne pas y aller, de peur qu'elle ne choque. Elle s'y rend avec Laura. Pour un procès. C'en est un. Il est renvoyé 10 fois. Beaucoup de hautes personnalités de Matap sont impliquées. La présence des observateurs étrangers change le cours des choses. Le droit est dit par les uns et les autres, dans un procès juste. Avec la multitude de preuves réunies par les 2 commissions d'enquête, on n'avait plus besoin de la présence de Laura. Tetsi fait rapidement ses papiers et après avoir préparé psychologiquement sa mère, elle s'envole avec Laura pour l'étranger. C'est un an après que le verdict est tombé. Anna et ses complices écopent de 30 ans de prison ferme. Ils doivent verser pour dommages et intérêts une somme de 10 millions de francs à la fille dont le bébé avait été enlevé et 20 millions de francs à la famille de celle qui avait été frappée à mort. Laura dit, « Tantine, tu voulais m'utiliser, mais l'Éternel le Dieu vivant m'a délivré de tes mains. Tu m'as sous-estimé, qui t'a trompé que l'école n'est rien. Purge ta peine tout doucement. » Voilà comment un enfant de 15 ans a fait tomber la puissante Anna et son empire du mal. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, laisse un like pour nous encourager et donne ton pays en commentaire, nous sommes heureux de partager avec vous nos plus belles histoires.